Bonjour tout le monde. Question intéressante, et je ne m'attendais pas à avoir nécessairement ces réponses-là, mais l'absence de métrique revient beaucoup dans ce qui vous choque actuellement, c'est que vous n'avez pas d'indicateur. Ou le WIP, en tout cas, mais quand même des réponses intéressantes, puis c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des éléments qui vous troublent, qui vous choquent. Donc, bienvenue à ma présentation, l'art d'inspecter son value stream, ou sa chaîne de valeur en français, et d'avoir des stratégies pour de l'impact au final. Donc, intro, préambule. Je ne sais pas si je montre quelques éléments aujourd'hui, puis voir si ça se reflète un peu dans votre quotidien. Vous voyez des équipes qui sont occupées, mais les délais de livraison, au lieu de s'améliorer, sont occupés dans le sens qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais les délais de livraison ne s'améliorent pas nécessairement, même ils baissent un petit peu. Ou une autre situation, on a installé Scrum, l'agilité à l'échelle, puis là, on essaie d'être efficient, mais on le voit mal. Petite parenthèse, efficience et efficacité, c'est pas pareil. Hein? L'efficacité, on a tout fait la bonne chose, puis l'efficience, on a tout fait de la bonne manière. Quand je vais parler d'efficience aujourd'hui, c'est pas mal ça, c'est la manière de faire les choses et de livrer, de développer nos choses. Ou autre, on a peut-être fait notre chaîne de valeur, on a cartographié, on a installé des métriques d'aura, mais là, on voit trop de choses en même temps, on ne sait même pas par où commencer. Peut-être à main levée, est-ce qu'il y en a qui se retrouvent un petit peu dans ces situations-là aujourd'hui où c'est un ressenti que vous avez? Quand même, à peu près au moins la moitié à vue de nez ou près de. Fait que ce qui m'amène un petit peu à des constats, quand je jasais avec des collègues, on regardait un petit peu la situation dans certains de nos clients, on voyait que quand même un besoin que les organisations ont de chercher ou à être plus efficients, mais les organisations font souvent face à plusieurs facteurs qui viennent un peu troubler tout ça. Le premier, bien, les systèmes sont complexes. De comment mesurer un système quand il y a beaucoup de morceaux aussi, beaucoup d'équipes, ça devient très difficile de faire une mesure un peu plus grande. Il y a toujours de la variabilité, de l'incertitude, changement de priorité dernière minute. Ça aussi, ça vient jouer un petit peu dans notre recherche d'efficience. Et bien, écoute, l'humain n'est pas très bon à estimer, surtout des risques. Donc, on sous-estime beaucoup de risques au final. Donc, c'est un peu ce que je percevais avec d'autres collègues, d'autres mandats que j'ai vus. Ce qui mène un petit peu à ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Je trouve quand même qu'il est important d'avoir des bonnes compétences pour pouvoir regarder nos indicateurs, métriques en anglais, pour essayer de s'améliorer. Parce qu'on veut, c'est s'améliorer au final. Je me présente, je suis Carl Métivier, un vieil agiliste depuis quelques années. J'aime beaucoup parler de Value Stream, de Kanban, le DevOps, la livraison continue. Je travaille depuis lundi chez Beneva, donc ce que je vous montre aujourd'hui n'a pas de lien vraiment avec Beneva. Ça va? Hein? Depuis lundi. Ou pas encore. Merci. Au menu aujourd'hui, je vais vous montrer les exemples d'inspection. Je ne vais pas vous expliquer c'est quoi un value stream ou comment on cartographie ça. Je vais y aller très brièvement. Je vais vous montrer des exemples avec des données. Puis je vais vous faire un petit peu participer dans la première tiers, la première demi de la présentation. Ensuite, je vais parler un peu de c'est quoi nos stratégies qu'on peut faire avec nos indicateurs, comment bien amener les équipes à s'en servir aussi. Puis voir un petit peu c'est quoi une posture, j'appelle un peu data-driven. Là, je parle de coach, mais ça peut être n'importe quel leader dans l'équipe qui décide d'assumer cette posture-là aussi. Et une petite conclusion. Ça vous va? Donc, exemple d'inspection. Je parle de chaîne de valeur ou de value stream mapping. On peut en faire des très détaillés, on peut en faire avec moins de données. Aujourd'hui, on va simplifier les exemples. Puis je vous montre un petit peu la notation que j'utilise, qui est une notation qu'on retrouve dans certains endroits. Je pense que Save DevOps, c'est ce qu'il utilise dans son cours. Karen Martin, qui a fait un livre sur le Value Stream Mapping, c'est un peu ce qu'elle utilise. C'est un peu issu du Lean, mais adapté quand même beaucoup pour les TI. C'est quoi un Value Stream ou un Value Stream Mapping? Pour moi, ma définition que j'aime bien, c'est un ensemble d'activités du début à la fin qui apportent de la valeur pour un client. C'est ça une chaîne de valeur ou un Value Stream. Donc, dans ce que je vais vous montrer, il y a des boîtes vertes qui sont des activités ou des étapes. Développement, on build, on teste, on fait une revue de code. Puis là, je vais mettre des chiffres devant à peu près combien de temps que ça prend. Mettons ici, ça prend 2 jours faire le développement d'un user story, par exemple. Puis je vais mettre des délais aussi. Des délais, c'est avant que l'autre étape soit activée. Combien de temps que ça prend? Peut-être qu'il n'est pas disponible, peut-être que
comme ici un développeur qui demande une revue de code, ben, c'est peut-être pas tout le monde qui est instantanément disponible pour faire cette revue de code-là. Peut-être dans des cas, ça prend 2 jours. Et le rework ou la reprise, ben, c'est le nombre de pourcentage que quand un item de travail passe, il a retourné une ou plusieurs cases en arrière pour il y a un bug, il y a un problème dans le code, ou etc. C'est le pourcentage de reprise. Je vais dire d'autres là-dessus. Les données que je vais montrer, la provenance, ben, c'est sûr que si on a des outils, nos outils classiques, soit Azure DevOps, GitLab ou Jira, ça va bien, on peut s'en servir de ça. Ça peut être aussi lorsqu'en en équipe, on a fait une cartographie de value stream, puis on a mis des approximations pour après ça en jaser. Ce n'est pas très grave. Les deux, c'est sûr que l'outil nous facilite le travail parce qu'on arrive avec des faits un peu plus, mais si on a des approximations d'équipe, ça peut aller aussi pour notre analyse puis nos réflexions. Je ne parlerai pas trop de la manière d'obtenir ces données-là. Je vais vous les montrer puis voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis là, mais je vais vous poser des questions, je vais vous montrer des exemples, puis je vais essayer de voir si vous avez décidé qu'est-ce qui cloche ou qu'est-ce qui vous choque. Vous êtes prêts? Donc, voici mes étapes. Je vous ai mis en 2 lignes pour que ce soit plus visuel. Bien, ici, j'ai un raffinement de user story, probablement un petit peu avant le début du sprint. J'ai le développement. Ça me prend 4 jours de développer un user story. Je fais un build ou des tests, peut-être une journée de temps de faire tout ça. La revue de code ou merge request, build request, peu importe comment on l'appelle, ça prend 2 jours, mais j'ai souvent un retour arrière. Peut-être que l'équipe est jeune ou peu importe. Après ça, j'ai un premier délai. J'ai les tests d'intégration et de contrôle qualité qui se font à ce moment-là. Ça me prend 2 jours. Après ça, j'ai les tests de régression sur peut-être un autre environnement. C'est pas très grave, l'environnement. On ne va pas dans les détails. Une journée. Puis j'ai un délai avant que ça soit déployé en peut-être le pré-prod ou le staging. Après ça, je fais peut-être des tests de fumée ou des tests qu'on vérifie que les lumières allument d'une certaine manière. Le système fonctionne bien. Je peux avoir une espèce de comité d'approbation des changements, ou CAB en anglais, aussi qui doit valider qu'on peut aller en prod. Des fois, ça existe. Dans l'exemple ici, ça passe, c'est rapide, 1 ou 2 heures, on est passé dans le comité. Par contre, je vois que j'ai un délai ici. Fait que le comité se réunit peut-être juste 2 jours semaine. Fait que si je ne suis pas dans le 2 jours, il faut que j'attende 3 jours avant. Fait que c'est un peu ça le délai que ça représente. Et j'ai un déploiement en production qui se fait quand même rapidement. Fait que quand vous voyez ces données-là, y a-t-il quelqu'un qui peut essayer de me dire c'est quelque chose qui cloche ou qu'est-ce que vous voyez? Jonathan, tu sais la réponse, ne pas le dire. Hakim? Oui, dans les tests de régression, c'est vrai que c'est louche. C'est un indice. Autre chose? Oui, excuse. Oh oui. Le développement, c'est une activité à valeur ajoutée. On travaille sur le produit. Les autres activités autour, ben, j'appelle ça une gestion de risque, vérifier la qualité, mais des activités à valeur non ajoutée. Fait que tu as fait un bon parallèle. C'est un peu ça qu'on veut faire quand on regarde des métriques, un peu plus dans l'équipe, c'est de voir, y a-t-il des patterns qu'on décèle. Fait qu'un petit peu, ça, j'appelle tout un peu mes scénarios avec un nom d'épisode Friends. Fait que c'est un peu celui dans lequel on voit que le temps de validation est presque aussi grand que le temps de réalisation. Fait que déjà là, ça peut nous dire, y a-t-il quelque chose qui cloche? On peut aller questionner les gens, puis il y a d'autres données. Je vois qu'il y a du rework ici. Il y aura un problème d'assurance qualité ici. Est-ce qu'on devrait faire un peu plus d'assurance qualité vraiment en amont, au lieu de faire du contrôle qualité? Fait que là, on peut arriver avec l'équipe et questionner là-dessus. C'est-tu normal, je vois ça? Gang, là, votre développement est aussi long que validé. C'est peut-être une disponibilité des testeurs à la fin qui ne sont peut-être pas disponibles. C'est pour ça qu'il y a 3 jours qui attendent. Fait que là, on peut questionner aussi notre processus. Ça va? On en a 4-5 comme ça, des exemples. Petite variante ici, c'est à peu près le même value stream, mais les données changent. J'ai un peu plus de délai ici et aussi l'approbation du comité. Le développement est quand même à peu près similaire. Qu'est-ce qu'on peut remarquer qui est différent un peu de l'autre? Oui? Entre le déploiement puis... Oui, effectivement, ici, il y a beaucoup de délais, c'est ça? Il y a quelque chose de louche. Là aussi, j'ai beaucoup de délais. C'est peut-être
comité d'approbation des changements qui a juste une fois semaine qui se réunit. Fait que si je manque la journée, je ne peux pas approuver ma mise en production avant l'autre semaine. Fait que des fois, ça peut être des délais plus longs. Fait que c'est un peu ça ici. En fond, on a un temps de déploiement élevé par rapport à tout le reste. Fait que j'ai 7 jours, ça passe dans l'équipe travaille, mais tout le reste, ça me prend 22 jours. Fait que là, on peut regarder, c'est pas juste du chiffre FQA ici, c'est peut-être toute ma machine d'approbation. Pourquoi que c'est long? Là, c'est peut-être des bonnes discussions politiques à voir. Est-ce que pour un changement petit, j'ai besoin de passer par le comité d'approbation? Il y a peut-être des négociations à faire aussi. Et l'équipe doit se prouver qu'elle est capable de livrer en prod sans trop d'incidents et de problèmes. Une fois qu'elle l'a prouvé, il y a peut-être des allègements qui peuvent se faire. Fait que je pense que ça nous indique aussi de l'endroit où travailler. C'est correct, le 7 jours de développement, ça pourrait être peut-être plus petit, mais je vois que tout le reste, c'est plus problématique après. Fait que je pourrais concentrer mes efforts là. Je vais peut-être avoir un meilleur impact à la fin. Un autre ici. Donc ici, j'ai rajouté peut-être des activités qui n'étaient pas illustrées dans l'autre value stream. Je pars un peu plus haut, là. C'est avant que l'équipe soit engagée. Donc, on planifie nos épiques. Épique était au-dessus de récit utilisateur dans l'exemple ici. Je délai de 25 jours entre on a planifié une épique, puis on commence à le raffiner, à le détailler, à le diviser en user story. J'ai une conception au niveau qui se fait probablement juste pour voir un petit peu quel système qu'on touche, combien de composantes qu'on va avoir. J'ai une phase d'analyse et design. Je raffine mes user stories. Là, probablement que je suis en sprint. On planifie, puis le reste circule dans les activités qu'on retrouve habituellement. Revue de code, développement, test d'intégration, déploiement. Qu'est-ce que vous trouvez troublant dans celui-là? Oui? Énormément de temps pour la planification, mais le dev a pris une moitié. Ah! C'est drôle. Ça arrive des fois, ça, de voir ça, qu'il y a beaucoup de temps dans ce que j'appelle un peu l'upstream, puis on le voit, ou on le note moins, des fois, cette partie-là. Des gens au début qui m'ont dit que ce qui vous choquait, c'est qu'il n'y a pas assez de mesures ou d'indicateurs. Fait que oui, effectivement, il y a beaucoup de délais, mais si on est une planification trimestrielle, c'est le genre de délai qu'on a peut-être aussi. Tant qu'un épique se met en branle, qu'on le prépare, ça se peut que ça soit à peu près ça aussi, le temps, pour justement qu'il soit complet. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle, il y a un long temps qui est passé dans l'upstream, puis le downstream, en bon jargon, c'est quand c'est rendu dans l'équipe et l'équipe s'est engagée. C'est sûr qu'avant, il y a probablement moins de personnes impliquées. Il y a beaucoup de brassage, un petit peu d'idées, il y a des idées rejetées dans l'upstream, mais après ça, c'est là que ça compte aussi. Quand même 20 jours, mais je passe beaucoup de temps en haut. J'ai-tu à regarder ça? Fait que déjà, mon value stream m'indique, j'ai-tu quelque chose à aller voir? Je peux peut-être aller voir les gens des affaires, ça vous convient-tu ça? Y a-t-il des éléments qui devraient passer plus vite par moment? Parce que quand ça passe dans le chemin normal, c'est 70 jours avant qu'on l'aille dans le carnet de l'équipe. Fait que ça peut engendrer d'autres genres de discussions. Oups, je l'ai déjà donné. Ici, j'ai un value stream qui a été fait par l'équipe, puis leurs colonnes dans leur board sont les suivantes. Donc, j'ai développement, build and test, test d'intégration, staging. Puis les colonnes, c'est sûr que des fois, l'équipe de développement ne va peut-être pas faire les mêmes colonnes ou ce qu'on mappé dans le value stream, ils vont peut-être faire quelque chose de plus léger ou qui font des regroupements. Probablement ici, ils ont regroupé des éléments de validation, ils ont tout regroupé dans la même colonne. Il y a staging, il y a une colonne bloquée avec des éléments. La colonne bloquée n'est pas dans le value stream. Tantôt, j'ai skippé trop vite. C'est peut-être un peu ça qu'on peut voir. Quand vous voyez qu'il y a une cartographie de value stream qui se fait, puis dans le board de l'équipe n'est pas pareil, c'est peut-être sujet à investiguer, voir l'équipe, est-tu correct, est-tu des éléments, c'est normal, ça peut être normal aussi, mais ça nous donne un petit peu la puce à l'oreille. Pourquoi cette colonne-là, vous l'avez dit que c'est une étape de processus, mais vous ne l'illustrez pas dans votre board de Jira ou Azure DevOps. Surtout que dans le cas d'une colonne bloquée, ça peut... Est-ce qu'il y en a qui ont souvent des colonnes bloquées dans les boards de vos équipes? Vous, Philippe, oui? Ça marche-tu bien? Non? Mais la colonne bloquée, écoute, quand les colonnes du board correspondent au processus, juste, je pense, on peut poser des questions tout en étant très ouvert à ce que l'équipe répond. Mais une colonne bloquée peut devenir un fourre-tout qu'on oublie. Puis souvent, il sortit un peu du whip d'une colonne. Fait que j'aime mieux personnellement dire à l'équipe, mettez un tag, un indice, puis comptez-le dans votre nombre d'items en cours ou en progrès. Déjà, ça amorce des discussions, surtout si ça compte dans la limite.
Oui, question? Ça peut pas être une étape du processus bloqué. C'est un état qui peut se Oui, tout à bloquer fait. n'importe quelle étape du processus. Oui. Ça peut être bloqué en affinage. Ça peut être bloqué en validation. Tout. Là, il est bloqué, mais il est Fait, pas fait que là, vraiment probablement, ce que l'équipe fait quand ils déplacent des billets, ils vont le mettre dans bloqué, il leur revient à une autre place, oups, c'est rebloqué, il retourne là. Fait que là, tu essaies d'analyser les données, puis ça peut être plus difficile aussi. Là, j'ai déjà vu du new, done, new, quelque chose dans un item. Là, fait que l'équipe, des fois, certaines équipes sont larges. Au lieu de se créer un nouveau billet, c'est à peu près la même chose. Ils poursuivaient le même billet, ils le remettaient à new. Une fois qu'on leur montre les métriques, l'équipe fait ah, OK, ça fait ça. Oui, ça fait ça. Ça fait qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé là-dedans. Fait que, c'est un autre sujet. Fait que, oui, je pense que quand on n'a pas les mêmes colonnes, surtout une colonne bloquée, on doit avoir des petites lumières, au moins questionner l'équipe, voir comment ils s'en servent, puis proposer des alternatives. Un petit graphique qui vient d'un système. On parle de throughput. S'il y en a qui ont été voir Louis-Philippe Carignan ce matin, c'est une des flow metrics. Donc, le throughput, ici, ben, il est comme ça. Ils sont quand même bons. En moyenne, 19 work items sont complétés par semaine. Qu'est-ce que vous voyez qui cloche peut-être? Marco, c'est ça? Fait que tu vois des up and down. Ça dit quoi? très variable de semaine. OK. Fait que c'est très variable. Pourquoi? Je sais pas. Avoir des urgences, des gros morceaux, OK. des coups de collier, je sais pas. Je poserai des questions à l'équipe. Donc déjà, même s'il y a un bon score, on voit que la moyenne est bonne. Ce que Louis-Philippe parlait d'espèce de moyenne ici, une petite tendance vers le bas. Fait que ça, c'est le trend, c'est la tendance. On peut quand même questionner. Elle a quand même une bonne équipe, mais tu sais, je dirais, comme tu dis, allez les voir. Fait que c'est celui avec ce qu'on appelle un flux ou un début instable. J'ai mis 2 fois flux, excusez-moi. Fait que c'est inégal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être des hypothèses. J'ai déjà vu des équipes avec beaucoup de restants qui restent d'un sprint à l'autre, puis à un moment donné, tout se ferme. Fait que ça fait des fois ça. Fait que les sprints ne sont pas capables de fermer. Fait qu'ils ferment à l'autre sprint avec un paquet d'autres items. Fait que ça fait un peu, des fois, des variations comme ça. Tout dépendant des organisations, il y a peut-être il y a peut-être un code freeze qui s'est produit ici, là, le 30. Fait qu'on n'a plus rien déployé. Un code freeze ou un environnement qui ne marche pas va nous donner ça. Merci, client. J'ai pourtant désactivé Cisco. Fait que oui, c'est des up and down peut être un point où on va investiguer. Un autre value stream. Donc ici, j'ai des planifications, raffinement, analyse fonctionnelle. Ben oui, des fois, j'ai du UX, UI design, planification, revue de code, déploiement d'acceptation, staging, smoke test. Qu'est-ce que vous voyez qui peut clocher ou qui vous choque? Ou pas? Oui? Il y a beaucoup d'étapes. Oui? Planification du sprint ici. Ah, probablement que c'est planification des épiques. Je me suis trompé dans mon truc. Bon point. Il y a une petite correction à faire. On a probablement planifié l'épique, on l'a raffiné, c'est ce que je voulais dire ici. Fait que, oui, beaucoup d'étapes. Mais avec des étapes, effectivement, j'en ai 18 au total dans mon exemple, mais j'ai déjà vu effectivement 20 à 30 pour certaines équipes. On peut se poser des questions. Je pense que c'est un point où on peut aller voir l'équipe. Puis des fois, on fait des équipes, on essaie d'avoir une équipe multifonctionnelle avec tous les experts dedans, mais quand tu te rends compte d'un value stream qui maintient des activités séparées par un peu corps de métier, bien, ils ont peut-être créé des mini-silos, puisqu'on les voit encore. Donc ici, le nombre d'étapes peut dénoter une complexité du processus au complet. Puis là, j'ai mis en vert ce qui était des activités, plus d'assurance qualité, en jaune, plus d'expertise un petit peu. Fait que y a-t-il quelque chose qu'on pourrait... Pourquoi c'est des grandes étapes? Y a-t-il un passage de témoin? Il y a toujours un coût aussi. Est-ce qu'on peut faire des choses plus en collaboration proche, en équipe? Un dev, un UX pour faire plus... regrouper certaines choses puis passer plus vite? Parce que si on attend de transmettre à l'autre la suite, bien, tout ça a des coûts. Là. Si en plus qu'on a d'étapes, entre les coûts, il y a tous des mini-délais qui sont là. Puis d'avoir aussi des activités qui restent propres à des corps de métier, on peut poser des questions. C'est sûr qu'on ne veut pas que le dev fasse nécessairement du UI, mais qu'est-ce qui se passe là? On peut-tu le faire en équipe? Si on a des plus petits morceaux aussi, on n'a peut-être pas besoin d'avoir plusieurs étapes. Tout ça est un peu lié.
Fait que j'ai montré plusieurs exemples. Une petite question sur le Slido, si vous l'avez encore ouvert. Lequel vous avez vu le plus fréquent dans votre contexte? Fameuse colonne bloquée. C'est encore qui répondent un peu. Quand même, le longtemps passant l'upstream est quand même un des plus fréquents dans vos contextes. Le débit instable, temps de déploiement élevé, chiffre FQA. OK. Intéressant. Oui? Ah oui, mais chiffre c'est qu'on aurait besoin d'en faire, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, je suis allé plus dans mon raccourci, là. Mais écoute, c'est un exemple qu'on devrait peut-être investir plus en QA parce qu'on voit que les étapes QA, ben, ils prennent autant de temps à développer la chose dans l'équipe. C'est ce que je voulais dire ici. Le nombre d'étapes, nombre élevé d'étapes, le reste, c'est pas mal similaire. Good, hey, 50 personnes. Bravo, c'est attentif. Fait que, je vais montrer quelques exemples, puis le but, vous voyez tranquillement, c'est peut-être de voir des patterns puis de questionner. Hein, juger les gens, c'est autre chose, mais je pense qu'on peut aussi juste aller voir ce qui se passe puis essayer de comprendre le travail des gens. Donc, une fois on s'est approprié un peu le contexte, on a regardé avec l'équipe ce qui se passe, on a même trouvé ce qu'il faut améliorer, par exemple le chiffre FQA ou réduire la taille des lots. Qu'est-ce qu'on fait pour un peu suivre tout ça? Donc, une des choses qu'il faut peut-être pas faire, c'est suivre une seule mesure ou une seule sorte de mesure. Donc, si on suit une seule mesure, ça nous rend un petit peu myope sur notre système. C'est bon d'avoir plus qu'une mesure ou un indicateur à suivre. Si vous focussez sur un, vous pouvez avoir peut-être des effets négatifs parce que l'équipe va juste focuser là-dessus. Ça peut faire des effets, mettons, on veut de la couverture de code. Vous allez en avoir, là. Vous n'aurez peut-être pas de la qualité dans les tests, mais vous allez avoir de la couverture de code. Ou, quel autre exemple que j'avais? J'avais fermé Teams pourtant. Teams s'est rallumé. J'ai vu une équipe aussi où on a imposé un ratio de tâches planifiées et bugs. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Hein? On va peut-être pas en rentrer des bugs aussi. Parce que là, si tu me blâmes que j'ai 8 bugs puis 2 stories de faites dans le sprint, peut-être des bugs que je ne mettrai pas. Fait que, tu sais, il faut faire attention. Une seule métrique, ça nous rend un petit peu myope. Il faudrait peut-être en suivre plus qu'une à la fois selon ce qu'on veut améliorer. J'aime bien ce présentateur, je l'ai mis dans les références aussi du deck, Troy McGinnis, qui se considère un genre de math coach. Lui, il suggère un petit peu les points suivants quand on fait affaire à des indicateurs. Le premier, comme j'en viens de parler, de regarder plusieurs indicateurs et non pas un seul et unique. Si vous faites focuser une équipe sur un seul indicateur, ça peut faire des effets plus ou moins bons. De regarder souvent peut-être pas juste le chiffre, mais la tendance que ça a. Comme Louis-Philippe parlait ce matin, la prédictibilité, on peut voir, ça va-tu bien, les tendances ou les moyennes un peu cumulées donnent quand même plus d'indications que le chiffre brut. On est à 12 stories dans le mois. Viser, bien sûr, des métriques d'équipe et pas d'individus. On ne veut pas de nombre de lignes de code par programmeur, ça ne marche pas, ça. Le nombre de tests réalisés par personne. Fait qu'on va regarder plus des métriques d'équipe. Ça, c'est pas parce que on veut quand même faire attention aux personnes et aux gens. Mais si on vise des gens, on met sur le tableau des bugs par personne, on va probablement même entraîner des mauvais comportements dans l'équipe. Ils vont focuser ailleurs, puis ils n'auront plus le goût vraiment de s'améliorer avec des métriques. Il faut faire vraiment attention au côté humain, je vais y revenir tout à l'heure. Et quand on parle de métriques, on dit « Hey, l'autre équipe a fait telle affaire », il faut au moins faire attention à comparer
faut qu'il y ait au moins un contexte un peu similaire. Et, important, j'aime bien cette phrase-là, si vous êtes un leader ou un coach ou Scrum Master, montrez à l'équipe quand est-ce qu'il faut s'inquiéter. Vous regardez telle mesure, là, il faut s'inquiéter. Sinon, écoute, les mesures qui vont bien, peut-être de temps en temps, on les suit moins aussi. Un phénomène intéressant aussi à faire attention, de trop se fier aux moyennes. Les moyennes ont peut-être des petits côtés sombres aussi. Comme le monsieur ici qui marche dans les temps, la moyenne est de 3 pieds, cool. Mais il y a peut-être un 15 pieds quelque part plus loin, puis il était juste dans le 1 pied au début. Donc, alternative aux moyennes, on peut regarder un histogramme, pour enlever un peu le focus sur un seul nombre, on peut regarder un peu dans le temps qu'est-ce qui se produit, première chose. Simulation Monte-Carlo, ça peut être aussi une façon intéressante de s'éloigner un peu des moyennes. La variabilité, il va toujours en avoir. Des vacances, temps de fête, de cut freeze. Fait aussi en tenir compte quand on regarde un historique. On va le voir aussi, des fois, il y a des plateaux, il y a des choses. On fait le ménage de notre Azure DevOps. Oups, on a fermé 20 items aujourd'hui. Vous allez le voir, là. Fait qu'il faut aussi tenir compte de ça. Et ce que j'aime bien, c'est utiliser les percentiles. Percentile, c'est un peu une forme de médiane. On regarde, mettons, le 70e ou 85e percentile. C'est en général, mes stories, mettons, se terminent juste avant tel point. Fait que 85% de mes stories se terminent là. Fait que ça, c'est un chiffre que je peux regarder. Puis quand je commence à avoir une story, mettons que j'ai 12 jours pour terminer une story dans l'équipe, le temps de cycle. Puis quand je vois qu'une story s'approche, du 12 jours, bien, en probabilité statistique, j'ai plus de chances que ça déborde. Fait que là, j'ai peut-être une attention à faire avant que ça déborde aussi. Peut-être à 10 jours, j'ai un warning. Qu'est-ce qui se passe là, équipe? Fait que là, je peux investiguer, plus que de regarder, bien sûr, la moyenne et autres. Fait que ça, c'est un outil quand même très intéressant de se baser. En Kanban, on appelle ça aussi le niveau de service attendu ou le SLA. Fait que c'est des choses qu'on peut regarder aussi. Puis ça se base sur les données historiques de cette équipe-là. Fait que c'est mieux que peut-être juste une moyenne. Fait que faire un petit peu attention avec les moyennes. Et aussi, on peut faire dire un peu n'importe quoi aux métriques, aux indicateurs. J'ai déjà vu des gens qui, vous avez entendu l'expression des indicateurs melons d'eau, sont verts quand on le monte à la gestion, mais dans l'équipe, c'est peut-être rouge aussi. C'est un peu des melons d'eau. Fait que oui, effectivement, si par exemple, on fait des intervalles de date bien précis, on enlève certains types d'items, on peut aussi faire varier nos mesures. Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis il faut essayer autant que possible de tomber dans ce que je disais, les indicateurs melons d'eau. Puis on veut rester transparent. C'est bon pour tout le monde. Si vous commencez à cacher des choses pour avoir peur de la gestion ou peur du directeur, à un moment donné, ça va vous revenir dans la face. Donc, peut-être effectivement, il y a des métriques qui sont là. C'est bon de repérer un peu les patterns. La précision de la métrique, c'est une chose, mais de regarder un petit peu le pattern qu'on peut voir, plus que là, on a enlevé des données aberrantes. C'est correct, des fois, on veut enlever certaines données qui ont moins rapport pour les montrer. Mais c'est de voir un peu les patterns. Comme un peu, en tout cas, je fais référence à Louis-Philippe, dans sa présentation, il montrait, j'ai un PI planning, oups, on voit les mesures qui commencent. J'ai une autre affaire. Fait que de voir un peu ces patterns-là nous permet aussi de mieux analyser, peu importe lesquels. Fait que ça aussi, peut-être, c'est de s'habituer à notre regard de chiffre à voir un peu les regroupements qui se produisent. Indicateurs d'AURA ou les indicateurs DevOps. Vous les connaissez tous? Ou pas. J'aimais cette image que j'ai vue récemment qui montrait un petit peu le cycle de vie logiciel, puis quand est-ce que les métriques d'AURA un petit peu, ou DevOps, s'appliquaient. Fait que c'est sûr qu'on a une bonne partie du value stream ici, planning, building, développement. C'est pas tout à fait là. Les métriques d'AURA, c'est quand le développeur a fini de coder, puis il archive son code. Puis là, la machine commence de déploiement, de tests, de merge request et autres. Puis là, c'est rendu en prod. Fait qu'on a une bonne partie qu'il faut aussi donner peut-être notre attention à mesurer. Puis ces métriques d'AURA, c'est quand même intéressant de dire on a peut-être quelques-unes qu'on veut prendre dans notre sélection de métriques. Si on veut, mettons, faire un shift left QA ou réduire la taille des lots. Fait qu'on a peut-être un assemblage d'indicateurs à choisir. Métrique d'AURA, c'en est un. Les faux métriques que Louis-Philippe a montré, c'en est un autre. Bien, à vous de voir. Suivre 15 métriques à un coup, ça ne donnera pas grand-chose. C'est comme peut-être une sélection. Moi, j'aime bien ce que Troy McGinnis suggère, d'avoir au moins dans l'équipe une métrique de chacune de ces 4 catégories-là. Au moins. Les métriques de qualité, regarder un peu les défauts, regarder un peu si ça va bien, on a-tu des tests, peu importe laquelle. Les métriques de productivité, qui est un peu le throughput.
comment on sort d'éléments, c'est quoi notre vélocité, notre nombre de livraison. Fait que ça nous dit qu'est-ce que l'équipe sort. L'équipe est-tu capable de répondre vite? Fait que là, on arrive avec du temps de cycle, le temps de lead total, le résoudre un défaut rapidement, puis prédictibilité. Bien, c'est là qu'on peut regarder peut-être du SLE, un petit peu comme je montrais avec les 85e percentiles, de voir on est-tu en haut de notre 85e percentile ou pas? Fait qu'on est-tu prédictible? On a-tu des bas puis des hauts où notre flow est quand même assez stable? Fait que ça, c'est d'avoir une de chaque catégorie. Je trouve quand même la suggestion très intéressante, d'au moins d'avoir un assemblage qui pourrait d'indicateurs qui se trouvent dans ces catégories-là. Ça nous donne une meilleure vue, peut-être un peu plus holistique dans l'équipe. Qui m'a apporté des menthes? Je sais pas. Merci. Donc, en bref, on a Value Stream, peu importe comment on le fait dans l'équipe, quand on l'investigue, les points à faire attention, bien, on a des hypothèses, puis on a peut-être des corrélations, mais il faut les valider. Les chiffres ne disent souvent pas tout. Des fois, il y a une histoire derrière. Fait que faire attention à ça. Puis les données ont d'importance, hein, c'est un reflet de notre réalité. Même si il y a peut-être des problèmes avec nos données, elles ne sont peut-être pas fiables, mais c'est un reflet pareil. Donc, regardez ça, vous allez peut-être déceler dans vos données des opportunités d'amélioration. Puis on va poser des questions aussi. On veut comprendre des fois ce qui se passe dans l'équipe et avoir des discussions avec des faits aussi. Ça, je vais y revenir tout à l'heure. Puis on doit être critique de la manière qu'on recueille nos données. C'est un point intéressant. On veut peut-être standardiser si l'équipe utilise des données ou s'en rend pas compte. Des fois, montrer ça, ça réveille un peu l'équipe aussi. Mais si on veut de la fiabilité, il faut peut-être standardiser une certaine manière de fermer des user stories ou autre. C'est un point à regarder aussi. Puis ça nous amène un petit peu, ça je vous donne un petit peu un survol plus factuel de comment on joue avec les métriques, quoi faire attention, côté plus un peu mathématique. Mais au niveau côté coaching humain, c'est la dernière partie. Donc, mon cliqueur va trop vite. Faire attention, tout ne doit pas être objectif de notre analyse. On a des métriques, on a des mesures, mais nous, les coachs, on aime ça aussi parler du côté qualitatif. On a le quantitatif qui est là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'expérience de l'équipe? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Ça aussi, ça a de l'importance parce que ça amène de la compréhension. Le chiffre pur, c'est intéressant, c'est un reflet de la réalité, mais il ne faut pas oublier le côté qualitatif. Puis la discussion doit faire partie des indicateurs. Si vous montrez des indicateurs et il n'y a pas de discussion dans l'équipe, il y a quelque chose qui manque là. Il faut aussi s'accorder du temps pour en parler. Donc, il y a un côté qualitatif. Allez voir les gens là-dessus. On ne montre pas des indicateurs pour embarrasser les gens ou embarrasser le QA, par exemple. On voit vraiment être assez ouvert là-dessus puis laisser un peu parler l'équipe, mais les faits sont là. Fait que, on essaie de travailler là-dessus, mais le but n'est pas d'embarrasser les gens. Vous allez induire des mauvais comportements, puis ils ne voudront plus travailler avec les métriques. Fait que le but, rappelez le but, hein? Le but, on veut améliorer notre efficacité, être plus efficient, puis on ne veut pas évaluer une équipe des personnes. Fait que, on regarde les tâches, on les mesure, puis c'est tout. La direction veut aussi comprendre comment ça se déroule dans l'équipe. Ça aussi, je pense qu'il y a un beau souci en général de s'assurer que l'équipe va bien, puis de comprendre ce qui se passe, puis il veut les aider ou veut que l'équipe s'améliore aussi. Puis quand je parlais d'amener des mesures, des indicateurs à l'équipe, je donne quelques exemples de formulation pour inciter un petit peu plus une meilleure discussion. C'est des fois de partir avec qu'est-ce qui vous fait mal en ce moment. L'équipe va te sortir. Ah, c'est mes dépendances externes. Ah, c'est telle affaire. Ou c'est telle autre équipe. Ou c'est. Fait que laisser sortir ça aussi, ça nous permet d'avoir une meilleure analyse. Mais de partir comme ça, puis juste recueillir qu'est-ce qui vous bug en fait, en tant qu'équipe. Vous montrer des choses, puis dites quoi le lien que vous faites avec tout ça. Puis essayez de voir qu'est-ce qu'ils comprennent aussi, l'équipe. Je vous montre votre débit moyen. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous montre votre tendance. Puis là, ils vont peut-être expliquer des choses. Ils vont peut-être dire, ah, c'est pour ça, c'est telle affaire, c'est produit telle chose. Fait que déjà là, ça incite la discussion. Par exemple, voici le dernier sprint. Qu'en pensez-vous? Puis les deux derniers, est-ce que ça représente votre expérience vécue du sprint? Peut-être, peut-être pas. Puis là, pourquoi? Puis là, on peut chercher pourquoi ça ne représente pas votre sprint, ceci.
Ah, ben on a oublié de fermer quelque chose. Ah, OK. Et le dernier, c'est peut-être aussi de temps en temps, en tout cas, des fois j'ai cette tendance-là, de donner peut-être trop d'options. Fait qu'on est peut-être de dire, hey, écoutez, gang, j'ai remarqué telle affaire, puis je vous conseille de faire ça. Puis faire un petit peu comme, euh, comme le keynote d'hier, on l'essaye, puis on verra. On l'essaye, gang? Ah, c'est pas grave, là, ça coûte pas cher en effort. On l'essaye, puis on verra après. Fait que peut-être un petit peu dans cette attitude-là aussi quand on veut changer les choses. La direction des objectifs aussi, l'équipe veut s'améliorer, c'est cool, mais qu'est-ce qu'il y en est en haut? Fait qu'il faut aussi peut-être aller poser les questions. C'est quoi les enjeux au niveau de la gestion, de la direction? Qu'est-ce que les autres perçoivent qui est amélioré dans l'équipe? C'est la qualité? C'est les délais de livraison qui sont toujours plus tard? Il faut aussi avoir une idée de ce qui préoccupe la gestion en haut, puis de voir un peu les impacts. Et vice-versa. Si vous êtes là avec Hey, j'ai vu le throughput, il faut mettre ça au lieu de faire telle affaire. Ou j'ai vu le temps de cycle, il faut regarder. Ou j'ai telle métrique d'aura. Essayez de quantifier ça en des termes que la gestion va mieux comprendre. Le dollar, effectivement, le temps, la capacité de l'équipe. On veut des fois, si j'installe les métriques d'aura, je diminue mes lots de travail, je veux arriver plus tôt au marché, plus tôt en production. C'est quelque chose qui va bien parler à la direction. Si vous restez avec vos termes plus très méthode, très de processus, ça se peut qu'ils ne comprennent pas trop la traduction en haut. Par exemple, les story points. J'ai livré des story points. Oui, mais tu as combien de fonctionnalités là-dedans? Ça se peut qu'ils ne comprennent pas trop. Fait que ça, c'est pas mauvais d'aller s'informer un peu. C'est quoi les besoins en haut? Même une mauvaise qualité des données est un indice. Ça, c'est intéressant. Puis je l'ai vécu quand même à des places. On arrive, les work items, nous sommes travail, on les ferme toutes à la fin du sprint. On ne les ferme pas au fur et à mesure. Fait que déjà là, c'est une mauvaise qualité de données, mais c'est un indice, j'ai peut-être de quoi travailler avec l'équipe. Hey, les gang, si par exemple, on les fermerait, on regarderait le lundi et le vendredi dans la mêlée quotidienne, y a-t-il des items à fermer? Fait que c'est de ramener ça avec une petite habitude de l'équipe à fermer plus régulièrement leurs items. Fait qu'on va avoir une meilleure qualité des données au final. Mais ça arrive des choses comme ça. Oups, on ferme tout, on a oublié. Ça dépend de ce que l'équipe regarde à chaque jour. J'ai vu des équipes sur Azure DevOps qui regardaient beaucoup les tâches qui sont en dessous des stories. Mais la vue des stories est une autre vue dans Azure DevOps. Des fois, ils ne vont pas. Fait qu'ils ne voient pas trop la story quand elle est terminée ou quand il y a trop de choses dedans. Fait que le focus trop tâche aussi, ça amène peut-être un comportement à travailler dans l'équipe. Mais une mauvaise qualité de données nous dit qu'il y a peut-être de quoi travailler. C'est ça qui est intéressant. Bon, c'est un peu ce que je racontais ici. On essaie d'ajouter un comportement à un comportement existant si on veut changer quelque chose dans l'équipe. Imposer des cibles avec des limites. Ça peut être un problème si, mettons, on impose 80% de couverture de code à chaque archivage. Qu'est-ce qui peut se passer? Hein? Oui, ou on va le faire d'une manière, peut-être. On va peut-être faire des faux tests, des tests qui vont juste couvrir des affaires pour tout le temps arriver à ce moment-là. Puis des fois, l'équipe enlève des bouts de code. Fait que des fois, la couverture de code baisse parce qu'ils ont enlevé une fonctionnalité. Fait que là, ils sont pris, hey, ça archive plus. Puis là, ils rajoutent des affaires. Fait qu'ils font des mauvais comportements. Fait que si on impose des limites, il faut faire attention. On peut induire des mauvais comportements dans l'équipe. Bien que peut. Mais tu sais, faut. J'ai déjà vu des fois la gestion dire on veut des tests, faites des tests. Mais la gestion, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut de la qualité. Mais elle n'a pas laissé le choix à l'équipe comment qu'elle va le faire et comment qu'elle va le mesurer. Elle dit rajoutez des tests, faites de l'automatisation. Mais c'est pas juste ça. Si on automatise juste une sorte de test, on ne couvre pas notre éventail beaucoup d'avoir une belle stratégie des essais avec la pyramide et tout ça. Fait qu'il faut faire attention. Il faut plus peut-être renvoyer le problème à l'équipe. On veut augmenter la qualité. Qu'est-ce que vous faites? Puis eux vont trouver des métriques à suivre. Fait que ça peut être quelque chose à faire très attention. Puis comme je parlais avec les couvertures de code, ça se peut que l'équipe game l'indicateur. Game, ça veut dire ils trouvent des moyens contournés pour que l'indicateur soit beau. Fait que, est-ce que c'est grave si l'équipe fait ça? Non? Ça change de comportement. Oui, ça améliore faussement la métrique. Bien, c'est grave, oui. L'équipe peut trouver, ou l'humain en général, des fois est astucieux
pour gamer d'une manière les limites. Mais pour moi, j'ai déjà vu un gestionnaire qui me posait la question, ouais, si l'équipe game les métriques, qu'est-ce que ça donne? Ben, je dis, ben, déjà, ils s'en préoccupent de la métrique, c'est bon, parce que souvent, les gens ne regardent pas les métriques. Mais déjà, le fait qu'ils s'en occupent, c'est correct. Bon, est-ce que c'est la game d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon? Puis si c'est une mauvaise façon, ben, j'ai peut-être quelque chose à faire. Parce que, par exemple, ça, je vais l'avoir dans mes cas ici, puis je pense que c'est important aussi, j'ai un exemple tout à l'heure, je vais revenir, mais oui, ils peuvent gamer l'équipe, la métrique, l'indicateur d'une bonne manière. Fait que toujours, avec chaque indicateur, je crois qu'on a le devoir d'expliquer, ben, le graphique, il sert à quoi? Il y a des points, on est graphe, il y a des lignes, il faut expliquer le graphique. C'est quoi le comportement qu'on s'attend de l'équipe pour s'en servir ou améliorer? Puis comment qu'on game ça positivement? Parce qu'il y a une manière de bien gamer la métrique aussi. Puis l'équipe va voir, hey, j'ai fait telle pratique, ça s'est amélioré. L'équipe va être contente de voir ses métriques s'améliorer aussi. Mais il faut l'expliquer. Sinon, on va avoir des comportements mauvais comme je fais des faux tests, je fais des tests avec pas d'assertion, par exemple, puis tout est vert. Mais je n'ai peut-être pas des tests de qualité. Fait que se rappeler que le but est vraiment de s'améliorer et non pas de changer nos affaires pour que la mesure soit bonne, pour atteindre l'objectif. Puis on a nous autres, je dis coach, leader ou les gens qui se préoccupent des métriques des données, on a accompagné un petit peu l'équipe à sélectionner des données selon ce qu'ils veulent faire. Comme l'exemple que j'ai ici, on veut diminuer la taille des lots. Parce que plus j'ai des gros user stories, des grosses fonctions, plus c'est dur à avoir du feedback si ça va bien, puis plus c'est dur à livrer en continu. J'essaie de réduire ma taille des lots. Qu'est-ce que je veux surveiller, voir si ça va bien? Bien, c'est à nous peut-être de dire, hey, il y a plusieurs métriques, en voici quelques-unes. On peut regarder le débit, vélocité. Fait que si on réduit nos stories, je vais en avoir plus qui vont sortir à la fin. Déjà, une équipe me dit, ouais, j'en fais plus, c'est-tu correct? Ben oui, c'est ça que je veux. Ah, OK. Le temps de cycle des items, s'ils sont plus petits, ils devraient passer plus vite théoriquement à l'autre bout. Si j'ai peut-être un cas de souci d'assurance qualité, j'ai peut-être une étape à valider parce que c'est plus rapide si j'ai un plus petit récit à faire l'assurance qualité ou le contrôle qualité à la fin. Mon délai de déploiement aussi, peut-être. Peut-être j'en prends juste 4 de ces 5-là, c'est correct aussi. Temps de planification des items. Donc, temps de planifier un user story, si c'est plus petit, c'est plus rapide de le raffiner. Fait que ça aussi, ça va se ressentir. Fait que, tu sais, on essaie des choses, on suit un ensemble de métriques, on se donne du temps pour le mettre en pratique, puis on regarde ce qui se passe. Ça va-tu bien? Ça va-tu pas bien? Puis on évolue un petit peu comme ça, un pas à la fois. Fait que comme si on a trop de métriques à suivre, on va se perdre. C'est quoi notre objectif? On a un ou deux trucs à améliorer. On a su un petit ensemble de métriques, que ce soit un peu la sélection à la Troy McGinnis, une métrique de qualité, une métrique de productivité, etc. Comme ça, on sait un petit peu où on s'en va. Et se rappeler que tous ces beaux indicateurs, c'est un guide avant tout. Ce n'est pas le chemin à suivre à tout prix, c'est un guide qui vous aide au jour le jour. Bien sûr, c'est super utile pour l'amélioration continue. Ça nous permet aussi de faire une introspection de notre processus, le processus de l'équipe, peut-être le processus d'un plus grand système aussi, puis de regarder un peu ce qui se passe, puis de pouvoir faire des bonnes réflexions. Puis c'est quand même, j'ai déjà vu des équipes qui trouvaient ça le fun. Ah, parfait, on a fait telle affaire, là, on voit l'impact, on voit la métrique qui a changé, etc. Je pense que c'est un bon point. Puis de se rappeler aussi de faire des liens. Voici la théorie, voici ce que vous vivez dans votre contexte, puis essayer de faire des liens aussi. Ça va aider l'équipe à bien comprendre. Pas trop de théorie au début, mais peut-être amener la théorie au bon moment aussi. Je vais dire là-dessus. Puis utiliser ça à bon escient. On ne veut pas aussi détruire certaines bonnes cultures déjà existantes. Donc, il faut bien se servir des indicateurs. C'est un guide qui nous aide, puis il peut nous aider à prendre des décisions aussi selon ce qu'on voit. Conclusion, je ne suis pas pire dans les temps. 6 minutes. Comment on inspecte son value stream? Je vous ai montré quelques exemples. Je vais montrer aussi un petit peu des choses à faire attention. Donc, en résumé, on regarde les indicateurs. Ça nous permet de comprendre et d'analyser ce qui se passe, le flux de travail de l'équipe ou d'un système. Les indicateurs ont divers angles morts. J'en ai parlé un petit peu. Les moyennes, ou juste regarder un nombre, ou viser des gens. La raison d'être de la métrique aussi, n'hésitez pas à le communiquer, c'est important. Puis vraiment, c'est un outil d'aide à la décision qui peut vous donner les différentes options. Est-ce qu'on se penche sur tel aspect? Est-ce qu'on fait le shift left QA? Est-ce qu'on regarde à réduire la taille des lots? Est-ce qu'on regarde à aller voir au upstream ce qui se passe en gang, en équipe, parce que c'est trop long? Fait que ça nous donne un peu des endroits où on peut travailler en équipe.
Puis bien sûr, un facteur humain là, j'en ai parlé aussi, une manière d'approcher. Puis c'est sûr, quand vous allez montrer les métriques, les gens vont peut-être, ils vont être choqués. C'est ça qui se passe, je ne savais pas, je me sens mal. Non, non. On voit ça, c'est notre actuel, puis comment on fait pour évoluer. Fait que ça aussi, il faut avoir une belle attitude là-dessus. Ça va choquer des gens. C'est peut-être correct, ça choque un petit peu, mais aussi, ce n'est pas l'effet qu'on veut nécessairement. Mais oui, montrer un peu notre processus dans les choses qu'ils n'ont jamais vues avant, il va y avoir un effet. Les gens vont se protéger un petit peu, mais c'est de les rassurer et de dire c'est pour avancer, c'est pour s'améliorer. Puis peut-être, effectivement, si vous voulez travailler un peu là-dedans, il y a peut-être une manière de dire une sorte de mini-modèle de maturité qu'on peut voir, qu'on peut utiliser. Je vous en suggère un ici. Le premier, c'est de comprendre ce qui se passe. On peut faire une cartographie, ou pour ceux qui préfèrent Kanban, il y a un modèle qui est intéressant, c'est le statique aussi, qui pose certaines questions intéressantes pour comprendre la situation actuelle. Je pense que c'est un point important de voir ce qui se passe. Après ça, on identifie nos goulots d'étranglement. Des choses inefficaces qu'on a notées. Fait que déjà, ça va sortir dans les discussions. Si vous faites une cartographie de value stream ou juste regarder votre processus en équipe, les choses, qu'est-ce qui cloche chez vous? Bien, ça va ressortir. Vous allez le voir. Après ça, il y a faut peut-être standardiser nos données, peut-être s'entendre en équipe comment on ferme les items, quand est-ce qu'on les rouvre. On ajuste notre board dans Jira, Azure DevOps pour refléter quelque chose. Fait que ça aussi, on a un effort de standardisation. Ça va peut-être avoir des effets. On ferme des affaires qui sont vieux d'un coup qu'on n'utilise pas, ou on les retire de notre système. Fait qu'il y a peut-être un petit travail de ménage à faire. Une fois qu'on a fait ça, les prochaines données vont être intéressantes à mesurer. Fait que là, on peut regarder nos comportements qu'on veut changer. On a un ensemble de métriques qu'on suit. On regarde les pratiques, puis on analyse. On peut faire une rétro juste de métriques aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et etc. On fait une inspection en continu. Fait que déjà, si on n'a pas une standardisation des données, c'est un petit peu un ordre, je trouve intéressant à avoir dans votre équipe. Mais le premier, le plus important, de comprendre le contexte, qu'est-ce qui se passe, où l'équipe en arrache. Je pense que c'est assez primordial. Le reste, après ça, c'est des bons moyens de s'améliorer, des bons outils, des indicateurs. Je vous partage quelques réflexions que j'ai aussi. L'efficience est recherchée par plusieurs entreprises, organisations. Je pense que le coaching, même si on n'est pas coach, a quand même sa place. Un gestionnaire peut coacher, un leader d'équipe aussi. Puis je pense d'être vraiment... je ferai attention la prochaine fois. Je ferai mon code. Je pense que le data-driven coaching, ou de se servir des indicateurs pour avancer, c'est une bonne posture à avoir son coffre à outils. Ça ne veut pas dire qu'on l'utilise à chaque jour, mais ça nous donne des faits que des fois sont difficiles. Plusieurs d'entre vous m'ont dit on n'a pas de données. Mais vous pouvez en avoir des données, là. C'est pas compliqué. La plupart de vos items ont une date de début, une date de fin. C'est déjà très bon. Vous pouvez vous en servir. Ma réflexion, c'est je pense que c'est un coffre à outils qui peut être utile pour plein de personnes. Puis j'aime bien des petites évolutions qu'à faire des gros changements. C'est un petit peu, je pense, dans la philosophie que je vous propose ici. Chose à dire? Je pense que non. Quelques références pertinentes. Je vais arriver aux questions à la fin. J'aime bien Troy McGinnis. Vous allez voir, il y a beaucoup de matériel. Dans le slide deck, vous allez voir ses liens, ses références. Il y a quelques vidéos. Il y a un petit cours en ligne que vous pouvez vous amuser à faire de Math of Flow. Sur son GitHub, il y a un paquet de feuilles Excel. Vous pouvez vous en servir. Lui, il dit j'ai besoin de 2 affaires. De 2 affaires. Donc, la date de fin, la date de début. Le type est optionnel, puis ça vous donne 15 graphiques dans votre feuille Excel. Mais c'est sûr, c'est de l'entrée manuelle. Mais si vous voulez commencer par quelque chose, ça vous donne quand même une porte d'entrée. Sinon, écoute, il y a des gens qui font des outils, vous pouvez aller les voir aussi, fait que n'hésitez pas. Mais j'ai trouvé quand même beaucoup d'inspiration dans ce que ce monsieur-là raconte, et c'est un expert des métriques, de la prédictibilité, un petit peu comme Daniel Vacanti, qui est aussi dans les bouquins que je recommande. Le premier livre de Daniel est intéressant, les Flow of Average, le Flow. Si vous voulez poursuivre un petit peu creuser les données de votre équipe, c'est intéressant. Le Value Stream, j'ai 2 livres quand même intéressants. Flow Engineering vient de sortir. Je crois que cet été, il y a beaucoup de types d'ateliers qui proposent pour faire quelque chose de plus complet que juste un Value Stream Mapping. Il y a quand même beaucoup de stock intéressant dans le Flow Engineering. Si vous voulez chercher des idées d'ateliers, il y a quand même du stock intéressant. Je vous suggère 2 vidéos en complément, puis j'arrive aux questions, aux commentaires de la fin. Merci.
Oui, question. Est-ce que vous avez des outils que vous recommandez, que vous avez utilisés pour sortir de magnétique, ancienne expérience ou As-tu un système de source quelconque? ouais, est-ce que vous utilisez principalement Excel ou il y a d'autres outils que... Écoute, ça dépend. S'il y en a qui veulent me donner un élément clé que vous avez retenu aujourd'hui pendant les questions, ben Excel peut servir juste si tu es tout seul, tu veux expérimenter un petit peu avec ça. Je ne vais pas faire de promotion, mais tu as Louis-Philippe et Pacemaker. On a Nexap qui ont aussi Axify, qui eux vont pomper des données de ta source de données et te montrer des graphiques. Mais écoute, ton Azure DevOps, ton GitLab a probablement des choses comme ça aussi. Ou tu prends quelqu'un qui connaît Power BI avec toi puis il fait des dashboards. Ça, c'est l'autre chose que tu peux faire aussi. Il y a plein d'options. Mais tu peux, comme tu peux regarder Troy McGinnis, c'est une petite feuille Excel, tu t'amuses à remplir ton dernier sprint. Déjà, ça peut te donner quelque chose d'intéressant. Parce qu'avec la date de début et la date de fin, tu vois combien d'items tu avais en même temps, combien de temps qu'ils ont pris. Tu es capable d'avoir aussi le niveau de service attendu. Tu es capable de faire plein de choses avec ça aussi. Mais c'est limité, puis ça ne te tente peut-être pas manuellement d'entrer ça tout le temps. Mais il y a beaucoup de third party qui existent sur le marché. Puis ton système a probablement déjà quelque chose aussi. Autre question? Oui? Des recommandations, des fois, pour des gestionnaires qui sont vraiment qui prennent plus un type de data que d'autres, comme mettons, Plus quoi? un type de métrique que d'autres, comme il y en a qui aiment vraiment les burn down, tu essaies de leur montrer des choses, ça leur parle pas tant que ça, ou leur vision, Peut-être regarder avec ce qui les préoccupe. C'est-tu la livraison de features ou des pics? On va suivre le feature puis quand est-ce qu'il est livré aussi. Burn down, ben écoute, c'est sûr qu'il donne une quantité de travail puis quand est-ce qu'il est là. Mais si le travail il change puis les priorités changent, ben des fois c'est dur parce que ton carnet de produits, tu ne peux pas le mettre nécessairement stable dans le temps. Le diagramme de flux cumulé, le CFD, est intéressant. Tu vois un peu quand est-ce que ça commence, quand est-ce que c'est terminé. Fait que tu es capable de voir un peu des différences. Mais tu vois le besoin un peu du gestionnaire, comme je disais tantôt. C'est quoi qui te préoccupe là, actuellement? C'est-tu la qualité des équipes? C'est-tu le délai de livraison? Puis là, tu peux peut-être suggérer, écoute, pour améliorer le délai de livraison, on parle du facteur temps, bien, on peut suivre ça. Trouver des ensembles de métriques. Allez voir le besoin de la gestion aussi. Puis qu'est-ce qui préoccupe? C'est peut-être pas la même perception que l'équipe a aussi. Il y a peut-être d'autres chiffres qu'ils voient là. Oui? Quand on va du stream, c'est très séquentiel. Oui. Actions sont comme incluses. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un schéma simple que j'ai mis pour des exemples. Puis j'ai essayé d'utiliser le mot activité au lieu d'étape, mais effectivement, il y a des bouts. Une fois que rentre dans l'équipe, c'est relativement en général séquentiel, mais avant l'équipe, le upstream, il peut avoir beaucoup d'analyse puis de va-et-vient. On peut le représenter approximativement. On peut se faire un board épique dans notre Jira ou autre chose, puis le suivre aussi avec certaines phases aussi. Il y en a qui font ça comme ça. Quand la rétroaction client, c'est comme ça revient repartir. Ben, moi, personnellement, je préférais fermer quelque chose puis jouer au niveau story qui est une correction au truc où on ajoute quelque chose à un feature. C'est pour ça que dans l'exemple, j'expliquais, je voyais une équipe qui faisait new, close, oups, on rouvre la nouvelle affaire parce qu'on a justement client. Non, on ferme ça puis passe à un nouveau. C'est un nouvel item de travail de toute manière. Oui, il est lié à l'autre. Tu peux faire un lien dans Azure DevOps ou l'autre, mais c'est mieux d'en partir un autre. C'est un autre élément de travail qui est dans ton flow. Là.